Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci de recevoir Radio France Internationale ici, à l'Élysée, dans le Salon Vert, en cette période de confinement. Ce lundi, lors de votre allocution aux Français, évidemment, vous avez parlé essentiellement de la France, mais vous avez parlé aussi, vous avez évoqué d'autres pays du monde, et vous avez appelé à une annulation massive de la dette contractée par les pays du Sud. Est-ce à dire que votre inquiétude ne porte pas que sur la France, elle porte aussi notamment sur l'Afrique ? Oui, très profondément, parce que je pense que la période dans laquelle nous entrons et que nous sommes en train de vivre collectivement touche aujourd'hui tous les continents et nous voyons l'extrême difficulté à affronter ce virus et à apporter des réponses dans les pays les plus développés, les systèmes sanitaires les plus robustes. Les États-Unis, l'Europe, la Chine. Et quand on regarde la situation aujourd'hui de l'Afrique, sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan climatique, il est évident que nous lui devons la solidarité. Alors, avant de parler de cette action coordonnée, un mot sur le risque lui-même. Depuis un mois, beaucoup prédisent une catastrophe sanitaire en Afrique, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. L'Afrique est même, pour l'instant, le continent le moins impacté par le virus. Et le professeur Raoult, à qui vous êtes allé rendre visite il y a quelques jours à Marseille, il dit que l'Afrique est relativement protégée grâce à la consommation courante de traitements antipaludiques. Il a cette phrase, puisqu'il est né à Dakar. En Afrique, la chloroquine, on en a tous bouffé quand on était gosse. Alors, moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste de maladies infectieuses comme le professeur Raoult, pour qui j'ai beaucoup de respect, que je suis en effet allé voir pour comprendre et m'assurer qu'on y rentrait justement et que ce qu'il proposait était bien testé dans le cadre des essais cliniques. J'attire l'attention de nos auditeurs. Nous n'avons aujourd'hui aucun traitement reconnu. Moi, mon rôle, et ce que j'ai fait en me rendant chez le professeur Raoult, c'est de m'assurer que ce qu'il propose, ce sur quoi il travaille, et c'est vraiment l'une de nos plus grandes sommités en la matière, rentrait bien dans le cadre d'un protocole d'essais cliniques, qu'on pouvait aller vite pour s'assurer, en tout cas regarder, avec des méthodes qui doivent être simples mais rigoureuses, si ça marchait ou ça ne marchait pas. Donc aujourd'hui, partout dans le monde, il y a des essais cliniques qui sont lancés. La France est le pays européen qui en a le plus lancé. La combinaison hydroxychloroquine, azithromycine, qui est la combinaison, parce qu'il n'y a pas que l'hydroxychloroquine qui est proposée, c'est une bithérapie que propose le professeur Raoult. Il faut qu'elle soit testée. Lui l'utilise et a son propre protocole. Il y a un protocole qui a été autorisé par les autorités compétentes à Montpellier. Et il faut qu'on avance, mais qu'on montre l'efficacité et qu'on mesure la toxicité. Je dis ça parce qu'il faut être très prudent. Et le président de la République française, il n'est pas là pour dire tel traitement est le bon ou n'est pas le bon. Mais mon devoir, c'est que toutes les pistes thérapeutiques aujourd'hui poursuivies puissent faire l'objet d'essais cliniques rigoureux et les plus rapides possibles pour qu'on trouve un traitement. Donc, en 3 heures de présence auprès de lui, vous n'êtes pas sorti complètement convaincu. Mais ce n'est pas une question de croyance, c'est une question de scientifique. Je suis convaincu que c'est un grand scientifique et je suis passionné par ce qu'il dit et ce qu'il explique. Et donc, en effet, il nous invite à être humbles parce que lui-même dit que les choses peuvent varier selon les saisons et les géographies. Et qu'un virus réagit à un écosystème. Donc peut-être qu'il y a ça en Afrique. Je dis juste, on doit s'assurer que partout les essais sont faits. Donc il faut qu'on reste collectivement très rigoureux. Maintenant, sur le virus Covid-19 et l'Afrique, je vais être très clair avec vous. Je ne suis ni dans les catastrophistes, je ne veux pas être non plus dans les naïfs. Ce virus, aujourd'hui, il touche tout le monde. Et donc je ne pense pas qu'il faille collectivement dire il y a un miracle qui préserverait l'Afrique. En tout cas, si ça pouvait arriver, formidable. Je le souhaite vraiment profondément, mais notre devoir, c'est de tout faire pour aider l'Afrique dans ce contexte. Écoutez, l'Afrique aujourd'hui, elle a une vulnérabilité sanitaire. Il y a le VIH, il y a la tuberculose, il y a la malaria. C'est pour ça on s'est mobilisé à Paris en octobre dernier pour le Fonds mondial, pour aider aussi en particulier l'Afrique à se battre contre ces grandes pandémies. L'Afrique aujourd'hui est l'un des continents les plus touchés par le choc climatique et le changement climatique. Moi, je pense à la Zambie qui vient d'essuyer une de ses plus grandes sécheresses depuis 1981, les cyclones qui viennent de toucher le Mozambique, l'Afrique de l'Est qui est attaquée par les criquets, les difficultés qu'on connaît dans le lac Tchad et la sécheresse qui continue. Donc, on parle d'un continent dont des dizaines de millions d'habitants aujourd'hui vivent dans leur chair ce qu'est le choc climatique. On parle d'un continent qui vit la grande difficulté économique. Regardons les chiffres là aussi. 2012 en Afrique, on a une dette sur PIB qui est de 30%. Aujourd'hui, elle est de 95%. Donc, les difficultés que je suis en train de décrire, elles vont s'aggraver, même si le Covid n'était pas une catastrophe sanitaire. Et je ne sais pas le dire aujourd'hui s'il ne le sera pas. Et donc, nous devons absolument aider l'Afrique à renforcer
je dirais, ses capacités à répondre au choc sanitaire. Et nous devons, a fortiori, l'aider sur le plan économique à répondre à cette crise qui est déjà là. Nous devons être à ses côtés. C'est ce que j'ai voulu lancer au G20 il y a quelques semaines. On a tenu une visioconférence. Moi, j'ai utilisé le temps de parole de la France pour dire, nous, on va se tenir ensemble, agir pour nos pays, et c'est déjà très dur. On doit absolument aider l'Afrique à s'en sortir. C'est un devoir moral, humain, pour l'Afrique et pour nous. Et c'est ce que j'ai ensuite enclenché avec les leaders africains qui étaient là, dans un travail qui est la méthode à laquelle je crois, mobilisation pour l'Afrique et partenariat avec les leaders. Il y a 10 jours, j'ai été invité par le président Ramaphosa à une réunion du bureau africain par téléphone. J'ai pu échanger avec lui et plusieurs présidents, le président Abiy, Kagame, Sall, Keïta et Moussa Faki, et nous avons pu discuter des propositions à ce moment-là que j'ai voulu faire. Et donc c'est ce plan pour l'Afrique en 4 axes que nous avons bâti avec les leaders africains. Et on a aujourd'hui tous les leaders européens du G20, ainsi que l'Espagne, le Portugal et quelques autres qui sont avec nous. Ce plan pour l'Afrique en 4 axes. Commençons peut-être par l'axe sanitaire. Dans l'urgence, que peut-on faire pour les pays africains notamment, qui manquent notamment de lits de réanimation? Que peuvent faire l'Europe? Que peut faire la France? Mobiliser des financements de court terme. On a le Fonds mondial, et là-dessus, Peter Sands, le président Kaberuka sont prêts à mobiliser une partie de ce qu'on a justement levé pour aller financer cet axe-là et financer des équipements de première nécessité pour justement secourir, sauver, protéger. Oui, mais Monsieur le Président, ce Fonds mondial, il est contre le sida, contre le palu, contre la tuberculose. Est-ce qu'on ne risque pas de déshabiller Pierre pour habiller Paul? Non, alors, vous avez parfaitement raison, il ne s'agit pas de détourner les 14 milliards qu'on a levés, mais de commencer avec quelques centaines de millions pour amorcer les choses. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? On veut permettre d'absorber le choc et donc de mobiliser les autres puissances du G20 pour permettre de monter les capacités et ce dont les systèmes de santé ont besoin aujourd'hui. On a besoin, vous l'avez dit, de lits, de respirateurs, donc il faut pouvoir acheter ces matériels. Nous, on est en train d'en reproduire pour nos propres systèmes, mais je veux qu'on puisse en produire au-delà pour aussi ensuite fournir nos partenaires africains. Et le déphasage, si je puis dire, entre nos pics épidémiques qui ne semblent pas arriver en même temps, j'espère va nous aider. Et je veux dire, il faut tout faire aussi. C'est pour ça que j'ai beaucoup parlé avec mes partenaires africains pour qu'ils décident au maximum des confinements et qu'ils retardent l'épidémie. Plus ils la retardent, plus les Européens sont en situation aussi de leur apporter de l'aide parce qu'on n'aura pas le pic épidémique au même moment. Les 2 maisons ne brûleront pas en même temps. Écoutez, il faut tout faire en tout cas pour le ralentir partout. Et je pense que c'est très important qu'on ait un peu ce décalage. Mais l'idée, c'est de pouvoir acheter ce matériel, de pouvoir protéger, de pouvoir répondre et de pouvoir accélérer nos essais cliniques pour un traitement et un vaccin. Et de le faire là de manière synchrone. Et moi, je pense que ce qu'on peut réussir dans le cadre de cette pandémie, c'est ce qu'on n'a jamais réussi à faire et qui est, je crois, essentiel si on veut sortir, permettre à l'Afrique de résister et sortir le monde de cette épidémie, c'est de dire, sur les traitements et le vaccin, on a une approche qui est la diffusion en même temps, dans nos continents, du traitement et du vaccin quand on l'aura trouvé. Et donc l'idée, c'est de dire, on a au niveau international le CEPI, lancé par la Norvège, financé par beaucoup, qui fait la recherche sur justement les vaccins en la matière. Il y a plusieurs initiatives qui sont en cours. On a le Gavi, lancé par la France et le Brésil il y a maintenant près de 20 ans, qui sert justement à diffuser ces innovations et à avancer. Et le Gavi et le Fonds mondial doivent travailler ensemble sur cette pandémie, en particulier pour l'Afrique. On a Unitaid, qui sert justement à favoriser l'accès à la santé, à ces équipements et à beaucoup de choses. On a le Fonds mondial qu'on évoquait. Tout ça, on doit réussir, avec l'OMS, à mettre à la fois une partie des financements, l'expertise qu'on a, c'est-à-dire la recherche formidable, mais aussi la diffusion. Mobiliser les grandes fondations. Je pense à la fondation Gates, à One et à plusieurs qui ont mis beaucoup d'argent, de capital politique aussi dans cette affaire, et toutes les ONG. Pour dire, on avance partout sur les essais cliniques et le traitement, mais on se met en situation, le jour où on a un traitement, de le rendre accessible au continent africain en même temps qu'il sera accessible chez nous. Et donc, pas d'histoire de propriété intellectuelle, pas d'histoire de délai, pas d'histoire de sous, on se met en capacité de le faire. Et pour le vaccin, pareil. Pour accélérer le manufacturing du vaccin le jour où on l'a, c'est-à-dire sa production en grande quantité, pour permettre aux pays développés comme aux pays en développement et aux pays pauvres d'y avoir accès dans les meilleurs délais. Et donc, on brûle les étapes
pour permettre de l'avoir au plus vite. De ce volet sanitaire, on arrive donc au volet recherche. Il y a d'éminents épidémiologistes en Afrique. On l'a vu lors de la riposte contre Ebola. Malheureusement, il n'y a pas toujours les infrastructures nécessaires. Comment faire en sorte que tout soit connecté ? Alors, il y a beaucoup d'instituts de recherche français internationaux. Vous parliez du professeur Raoult qui travaille lui-même avec l'IHU de Marseille, avec beaucoup de partenaires en Afrique et qui me disait combien il était frappé de l'excellence de plusieurs centres, de la qualité à la fois des chercheurs et des infrastructures. Il a travaillé avec l'IRD à Dakar. Exactement. On a l'Institut Pasteur qui a aussi une présence forte en Afrique et qui est... L'idée, c'est qu'on puisse mettre en place véritablement, qu'on puisse articuler un réseau justement de compétences, d'expertise et qui permettent à la fois de mutualiser le savoir entre ce que l'Asie, l'Europe, les États-Unis ont vécu pour que très vite ça se diffuse dans la communauté académique, de recherche mais aussi de clinique en Afrique, de permettre les échanges beaucoup plus accélérés entre les différents pays. Et c'est aussi pour ça que l'Union africaine a un rôle clé. C'est qu'elle est en quelque sorte ce qui va permettre d'étayer ce réseau. Et l'idée, c'est vraiment de créer ce réseau d'excellence africain, de centres d'expertise pour le contrôle, la prévention des grandes pandémies telles qu'on est en train de le vivre, et de créer une coalition pour la prévention de ces pandémies, et de s'assurer que les réseaux qui parfois sont séparés les uns des autres se mettent à travailler ensemble. Vous savez qu'en Afrique, beaucoup de gens travaillent dans l'informel et qu'ils travaillent le jour pour manger la nuit. Donc le confinement, ça ne marche pas. Sur le plan humanitaire, quelles sont les urgences ? Alors, vous avez parfaitement raison. Et d'ailleurs, beaucoup de présidents et premiers ministres africains que j'ai eus m'ont fait part de cela. Il y a l'économie informelle, il y a la circulation régionale, il y a le fait que pour manger, on a en effet besoin aussi d'avoir accès aux lieux où on distribue la nourriture et de continuer à procéder à cette économie. Et donc la fermeture complète, le confinement complet, comme on dit aujourd'hui en Europe, ne peut pas fonctionner exactement de la même manière. Il faut qu'il, malgré tout, il puisse se mettre en place pour prévenir. Et donc il crée, si je puis dire, une situation dramatique au carré, qui est qu'on a des régions les plus vulnérables qui ont en plus un sujet, évidemment, d'accès à la nourriture, d'accès aux soins primaires, et donc une crise humanitaire qui est en train de poindre. On l'a d'ailleurs parfaitement vu au moment où, et à chaque fois qu'Ebola intervient dans certaines régions. On connaît cette situation. Notre crainte, c'est qu'elle se multiplie avec le Covid-19, qu'elle vienne se rajouter à ce que certaines pandémies créent, et donc on est les populations et les régions les plus vulnérables qui, en effet, est là un besoin de réponse humanitaire. Là, la réponse, elle passe par l'Organisation des Nations Unies, ce qu'on doit mettre derrière le Programme alimentaire mondial. Et donc, le troisième volet, en effet, de cette initiative, c'est un volet humanitaire, en lien avec le Programme alimentaire mondial et l'ONU, avec d'ailleurs sans doute une mobilisation de ce que nous avons, par le truchement des Nations Unies, partout en Afrique, qui est notre présence, parfois militaire, mais qui peut aider et soutenir cela, et qui est d'accéder aux populations qui sont les plus fragiles, qui sont les plus loin de ces besoins de base, pour s'assurer qu'ils ont un accès aux soins primaires, à l'alimentation et à la survie. Le quatrième axe de votre action coordonnée, c'est le volet économique, le volet financier. Tous les ans, les pays africains doivent rembourser quelques 365 milliards de dollars à leurs créanciers. Comment allez-vous convaincre ces créanciers, qui sont publics mais qui sont aussi privés et qui sont chinois, européens, américains, comment vous allez les convaincre de renoncer à une telle somme d'argent ? C'est colossal. Quand on regarde comment toutes les économies développées ont répondu à la crise, on a fait deux choses, un choc de politique monétaire et un choc de politique budgétaire. Les banques centrales, la Banque d'Angleterre, la Fed, la BCE, ont eu une politique monétaire massive au mois de mars, sans précédent, en termes de rapidité et de magnitude, et ensuite une réponse budgétaire que les gouvernements sont en train de prendre. Dans ce contexte-là, il n'y a pas d'équivalent monétaire sur le continent africain, et je dirais que c'est la double peine. C'est qu'il n'y a pas la possibilité de faire cette création monétaire et ce mouvement justement nécessaire aux économies. Et en plus, on assiste, dans beaucoup des pays qui étaient en train d'émerger, à une fuite des capitaux qui accroît leurs difficultés. La réponse, l'équivalent, c'est ce que le FMI fait avec les droits de tirage spéciaux. C'est cet objectif des 500 milliards. 500 milliards, oui. Et on doit réussir à pousser cela et à allouer le maximum qu'on peut. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième, sur le plan budgétaire, il passe par le sujet du service de la dette, ce que vous avez évoqué. Vous avez rappelé les chiffres, et ils sont cruels. Chaque année, 1/3 de ce que l'Afrique exporte sur le plan commercial sert à servir sa dette. C'est fou.
Et on a accru ce problème ces dernières années. Moi, je souhaite qu'on apporte une réponse la plus forte possible sur ce sujet parce qu'il n'est pas soutenable. Je l'ai dit hier aux Français, je suis favorable à une initiative d'annulation de dette massive. C'est le seul moyen d'y arriver. Donc, à court terme, on a eu une discussion. Il y a 4 représentants spéciaux qui ont été mandatés par l'Union africaine. Ils ont fait des propositions. Moi, j'ai souhaité qu'on reprenne leurs propositions. Leur proposition, c'est de dire moratoire. Parce qu'on a beaucoup discuté, ils ont beaucoup travaillé, ils disent l'annulation n'arrivera pas tout de suite, mais le moratoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire on ne rembourse plus les intérêts. Vous nous laissez de l'oxygène. On étale cette dette et on peut peut-être mettre tout le monde d'accord autour de cette idée. Mercredi soir, le G20 Finance doit acter, je touche du bois, en tout cas on y a mis tout notre capital politique, de ce moratoire sur les dettes à l'égard de l'Afrique. Moratoire qui touche les membres du Club de Paris, mais aussi la Chine, la Russie, l'ensemble des économies du Golfe et les grands bailleurs multilatéraux. C'est une première mondiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps de la crise, on laisse les économies africaines respirer et ne pas servir les intérêts de la dette. C'est une étape indispensable et je pense que c'est une formidable avancée. Maintenant, elle doit précéder d'autres étapes sur lesquelles nous devons travailler, qui sont des étapes de restructuration de la dette africaine. Il faut le faire sans évidemment pénaliser les pays africains qui sont les plus rigoureux et qui se sont attachés à avoir une politique de soutenabilité. Mais on ne peut pas non plus dire cet effort il sera fait que par quelques-uns et les autres ne le feront pas. Il doit être, si je puis dire, le même chez tous les grands bailleurs. Les Chinois sont détenteurs de quelques 40% des créances actuelles sur l'Afrique. Est-ce que vous en avez parlé avec le numéro 1 chinois, Xi Jinping? Est-ce qu'il est d'accord pour rééchelonner cette dette, voire pour l'annuler, comme vous l'avez demandé? Alors, je n'ai pas eu une discussion avec lui sur ce sujet. Je sais pour lui l'importance que revêt la Chine. Je ne doute pas une seule seconde que revêt l'Afrique, pardonnez-moi, j'ai fait un lapsus. Je ne doute pas une seule seconde que pour le président chinois, la situation aujourd'hui de l'Afrique justifie un geste de cette importance. Donc c'est une discussion que nous aurons, soit dans le cadre d'un G20, s'il pouvait se tenir dans les prochains jours ou prochaines semaines, soit sur le plan bilatéral, parce que je vais le solliciter sur ce point. Mais je pense que c'est un geste important que la Chine, en effet, doit faire pour accompagner ce travail. Ce qui est sûr, c'est que vous avez rappelé les chiffres. La Chine est aujourd'hui un grand bailleur du continent africain. Tous les bailleurs du continent africain doivent être dans cette logique d'effort pour aider le continent africain à traverser cette crise. Et donc, elle y aura son rôle et sa part. Et les créanciers privés? Je l'ai dit tous. Je veux dire, moralement, humainement, c'est notre devoir de manière partenariale avec l'Afrique. Et donc, je pense que les bailleurs publics, privés, bilatéraux et multilatéraux doivent s'engager dans cette logique. Moi, j'ai donné un horizon. Maintenant, on doit réussir tous à se mettre autour de la table et mener ce travail. C'est inédit. Un mot sur la question monétaire dont vous avez parlé tout à l'heure. En Afrique, les pays les plus touchés par la crise économique consécutive à ce virus, ce sont les pays pétroliers d'Afrique centrale. Est-ce qu'une dévaluation du franc CFA est à craindre dans la zone CEMAC? Écoutez, on n'en est pas là et là-dessus, je pense qu'il faut toujours essayer de la stabilité et de la cohérence d'une politique régionale. Ce qui est vrai, c'est que plusieurs pays qui ont une forte dépendance au pétrole, mais vous savez, il y a aussi une baisse très forte de plusieurs matières premières, je l'évoquais, sont aujourd'hui en situation extrêmement difficile, sur le plan budgétaire comme sur le plan du régime de change. Et donc, c'est une discussion, c'est absolument pas à moi de dire ça aujourd'hui, c'est avant tout aux leaders de ces pays et aux instances régionales à en décider. Notre rôle, c'est d'accompagner les leaders de ces pays, leurs acteurs économiques comme leurs institutions, pour absorber ces chocs et aider à réussir. Et aider à ce qu'on lutte contre la pauvreté et qu'on permette aux opportunités économiques, justement, de se multiplier. Dans une tribune à Jeune Afrique que vous avez dû lire, un certain nombre de grands intellectuels appellent eux aussi à la mobilisation, notamment des chercheurs africains, des diasporas africaines. Mais ils ajoutent attention au catastrophisme et au paternalisme de certains pays du Nord. Cette épidémie offre à certaines chancelleries occidentales matière à réactiver un afro-pessimisme d'un autre âge. Je ne suis pas pour l'afro-pessimisme, ils ont raison. Je l'ai dit à Ouagadougou en novembre 2017. Moi, je crois très profondément dans l'Afrique, dans la jeunesse africaine, dans les capacités de l'Afrique. Et je pense que le destin de la France dans le siècle qui s'ouvre, et ma génération comme
les leaders qui viendront et les autres générations de dirigeants économiques, intellectuels, politiques français et européens, c'est plutôt d'être des partenaires, d'aider les Africains à réussir qu'en effet essayer de leur expliquer les choses. Et donc, je comprends très bien l'état d'esprit de cette tribune et je la partage. Et d'ailleurs, moi je pense que notre rôle, c'est de bâtir avec les Africains ce qui est utile pour eux. Et donc c'est plutôt d'essayer de voir ce que en Afrique émerge comme solution, d'ailleurs des Africains en Afrique comme des diasporas, et de les aider à advenir et à se multiplier. Les diasporas sont en train d'inventer des choses formidables. Il y a des initiatives là aussi pour répondre au sujet humanitaire, il y a des initiatives sur le sanitaire. Donc je partage l'esprit qu'il y a. Je pense qu'il faut simplement ne pas tomber dans le catastrophisme, parce que je crois profondément que l'Afrique, elle a la force morale et la résilience pour résister au virus. Simplement, elle a aussi des difficultés propres et on doit l'aider à les surmonter par partenariat. Le coronavirus et la stratégie, côté militaire, on apprend que 4 soldats français de l'opération Barkhane ont été testés positifs au coronavirus et que 3 d'entre eux ont été rapatriés. Est-ce que vous avez connaissance d'autres cas ? Est-ce que les engagements pris à Pau pour renforcer le dispositif anti-djihadiste dans la zone des 3 frontières va être respecté ou pas ? Alors, on a forcément des aléas qui sont liés au virus. D'abord, nous sommes très scrupuleux avec les militaires de la force Barkhane, et c'est normal. On a, dans un dialogue avec les 5 pays du Sahel où ils sont déployés, une politique sanitaire très rigoureuse. Ils sont mis en quarantaine avant d'arriver sur le sol, ils sont testés quand ils ont des symptômes, et ça vous montre le sérieux avec lequel tout ça est suivi. Et je pense que c'est parfaitement légitime. Nous continuons le travail, et d'ailleurs, les semaines qui ont suivi Pau ont montré l'efficacité des décisions que nous avions collectivement prises. Mes amis, justement, du Sahel avaient décidé à Pau de vraiment accélérer sur la mise en place d'un centre de renseignement commun à Niamey. Ça a été fait de manière très rapide. On en a obtenu les résultats, on a beaucoup mieux suivi les choses, et on a eu des opérations à succès dans l'Iptako, le Gourma et quelques autres régions contre les djihadistes. On a eu plusieurs opérations avec succès au Niger ou au Mali. L'opération se poursuit. Simplement, on a, si je puis dire, 2 choses qu'il faut prendre en compte par rapport au plan de charge que nous avions déployé à Pau. La première chose, c'est évidemment le Covid-19 qui ralentit un peu les choses parce que chacun a ses préoccupations sanitaires à gérer. Mais cela ne les divertit pas pour autant parce que les armées continuent à être mobilisées et nous continuons les opérations. Il y a des nouveaux cas dans l'armée française ? Chaque jour. Non, il n'y a pas, à ma connaissance, de nouveaux cas. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu une offensive extrêmement dure de Boko Haram et associée, si je puis dire, dans la région du lac Tchad. Et je veux ici redire notre solidarité à l'égard du Tchad et de son peuple, parce qu'ils ont été durement touchés. L'armée tchadienne a subi des pertes importantes dans un premier temps. Elle a ensuite réagi très fortement, mais ça a conduit l'armée tchadienne à se mobiliser, non seulement sur son sol, mais aussi au Nigeria, au Niger et au Cameroun. Et je veux saluer vraiment l'esprit de responsabilité, le courage des soldats tchadiens et du peuple tchadien qui, alors même que c'est un terrain d'opération très difficile, se sont mobilisés pour lutter contre justement ces mouvements terroristes et ont repris le terrain qui était perdu, ont aussi défendu la souveraineté de leurs voisins et se sont battus contre les terroristes. Et le président Déby l'a dit, mobilisé sur cette partie de son territoire, il n'a pas pu déployer le bataillon qui était prévu sur le fuseau central. Ça, c'est un changement par rapport à Pau, mais il est légitime parce que le terrorisme n'est pas que dans la zone des 3 frontières au Sahel, il est aussi dans la région du lac Tchad. Donc ça, c'est un coup dur pour le dispositif dans la zone des 3 frontières. C'est un coup dur, non, c'est un événement qu'il faut prendre en compte, auquel il faut apporter toute notre solidarité, et il faut noter que l'armée tchadienne a réagi avec beaucoup de force et a conduit à des opérations avec des vrais succès militaires et des pertes lourdes du côté de Boko Haram. Donc le front, il est sur plusieurs endroits, et donc il est normal d'être aussi mobile. Par contre, les choses avancent, il y a eu plusieurs points qui ont été repris, et des pertes lourdes du côté des djihadistes dans la zone sahélienne à la suite de Pau. Mais donc Pau avance, l'agenda de Pau avance, nous continuerons à être avec les forces Barkhane, mais aussi avec nos partenaires européens et internationaux en soutien complet des gouvernements et des peuples du Sahel. Et donc pour moi, la prochaine étape, c'est de faire ce qui était prévu il y a quelques semaines et qui a dû être décalé au niveau multilatéral, mais qui est d'aller chercher nos autres partenaires européens et internationaux pour accroître l'association à la lutte contre le terrorisme et cette fameuse force Takuba,
accroître l'engagement pour aider les armées africaines à monter en capacité et accroître l'engagement financier pour aider à consolider soit la partie développement, soit la partie retour de l'administration dans toutes les zones difficiles. Et le Parce que sommet je de vous rappelle Nouakchott est maintenu. les quatre piliers de Pau, ce sont ceux-là, et le rendez-vous de Nouakchott est maintenu. Il y a 2 semaines, c'était au micro de RFI et de France 24, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a lancé un appel vibrant à tous les belligérants de tous les pays en guerre pour qu'ils respectent une trêve coronavirus. Alors on a vu un groupe de séparatistes camerounais qui a entendu cet appel, on a même vu l'Arabie Saoudite qui semble avoir entendu cet appel en ce qui concerne le Yémen. Comment se fait-il que vous, les 5 pays permanents du Conseil de sécurité, vous n'ayez pas relayé cet appel ? Alors la France l'a relayé fortement cet appel, mais chacun l'a relayé. Ce que nous souhaitons, c'est en effet, c'est ce qui est en creux, je pense, dans votre question, que pour la première fois, sous cette forme ad hoc, les 5 leaders de ce qu'on appelle le P5, c'est-à-dire les 5 leaders des pays membres permanents du Conseil de sécurité, puissent ensemble faire un point et relayer cet appel et même porter plus loin plusieurs de leurs préoccupations. Et donc, je souhaite que dans les prochains jours, nous puissions aller en ce sens. Le président Xi Jinping m'a confirmé son accord, le président Trump m'a confirmé son accord, le Premier ministre Boris Johnson m'a confirmé son accord. Je pense que, à coup sûr, le président Poutine sera d'accord aussi. Le jour où il l'est, nous pouvons avoir cette visioconférence et donc le relayer avec beaucoup de solennité, de force et encore plus d'efficacité. Dans les prochains jours ? Je l'espère. Vous avez parlé récemment avec Vladimir Poutine ? Je lui ai parlé au début où nous avons lancé cette initiative. Depuis que j'ai eu les confirmations fermes des autres leaders, je ne lui ai pas parlé et donc je compte le faire dans les prochaines heures. Les Français de l'étranger, il y a les non-résidents, c'est-à-dire les touristes, les visiteurs, et puis il y a les résidents, les expatriés. Beaucoup vivent dans l'angoisse. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui ? La France protège tous ses enfants. Et donc, dans les pays où vous êtes, il faut suivre les règles de confinement les plus strictes, être en lien avec l'ambassade, le consulat. S'il y a un moindre soupçon, être en lien donc avec les services de santé, avec un protocole qui est élaboré par le quai en lien avec chaque ambassade, qui permet justement de protéger. Dans l'idéal, évidemment, compte tenu des contraintes sur le lieu de résidence, mais avec aussi, comme ça existe toujours, les évacuations sanitaires pour les cas les plus critiques lorsqu'ils existent. J'ajoute à ça juste un point, c'est aussi que nous sommes en train de travailler pour certaines situations à une politique de soutien aussi pour certains de nos ressortissants qui sont dans la difficulté compte tenu justement des fermetures de certaines économies pour qu'il y ait un soutien aussi économique et social à l'égard de certains de nos ressortissants. Car je pense que c'est une réponse indispensable. Et donc, dans les prochains jours, avec le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, nous finaliserons une réponse aussi en soutien sur ce sujet. Et si les quelques 3 millions de Français qui résident à l'étranger se mettent à vouloir rentrer un jour, comment vous allez gérer un tel rush ? Il y a une planification qui est justement faite au Quai d'Orsay. Je ne pense pas qu'on soit jamais dans la situation où il y ait partout du monde entier, les Françaises et les Français, qui seraient amenés à revenir. Mais nous devons nous préparer d'abord et dans un premier temps à gérer dans les pays auprès de nos ressortissants des situations qui viendraient à se compliquer. Et donc c'est la priorité. Ensuite, de nous mettre en situation de rapatrier si besoin était, mais uniquement en situation de crise et avec du discernement. Avec des plans en coordination avec le ministère de la Défense. Exactement. Monsieur le Président, merci d'avoir reçu Radio France Internationale. Merci à vous. Courage dans cette période et je veux vraiment avoir un message d'amitié d'abord pour tous nos amis d'Afrique. Je le dis aussi parce que vous l'avez évoqué, il ne faut pas avoir de catastrophisme. Et je veux le dire aussi parce que j'ai été frappé comme vous que des propos inconséquents qui ont été tenus par certains chercheurs français ont blessé à juste titre nos amis africains. Et je veux ici les condamner avec beaucoup de force et dire que la France n'a jamais considéré que l'Afrique était un lieu d'expérimentation de la médecine. C'est aussi pour ça que j'ai eu toutes ces précautions quand vous me parliez de la chloroquine. On est en France aux essais cliniques sur l'hydroxychloroquine et azithromycine. Donc ce qui est en France à l'essai clinique, chez mes amis, doit rester à l'essai clinique et pas au niveau du traitement répandu. Et je veux donc avoir ce message d'amitié, d'excuse. Et je veux, à l'égard de tous nos compatriotes qui vivent à travers l'Afrique, avoir le même message d'amitié à l'égard aussi de tous vos collègues qui font ce beau métier
d'informer. Ils le font parfois dans des conditions encore plus difficiles, avec de la peur pour eux et des conditions sanitaires dures, et je vous en remercie. Monsieur le Président.